bonjour pour les nouveaux qui rejoignent ce track technique. Cette session est la troisième de la journée sur comment ça se passe côté sens. D'accord ? Donc pas le côté visible du client, mais vraiment aussi ce qui se passe derrière le rideau. Donc ce matin, on a vu comment on gérait le chiffrement. Ensuite, il y a eu l'équipe cyber qui est venue présenter comment on analysait les mises à jour du code qui venait de chez Google. Et là, on va regarder un autre morceau, qui n'est pas un petit morceau, c'est celui du réseau. Et donc, je vais laisser Tony vous présenter le début de cette session. Bonjour à tous. Donc, content de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse encore au réseau. Ce n'est pas toujours le cas. Mais donc moi, je suis là pour vous faire une présentation en deux étapes. Une première où on va vous présenter ce qu'est le réseau de Google, le réseau de Sens qui a été retransposé chez nous. Je pourrais vous en parler pendant des semaines, parce qu'on a eu des formations pendant des semaines, voire plus d'un mois, pour connaître tout ça. Et là, je vais essayer de vous l'expliquer en 10 minutes. Donc, on va sûrement survoler tout un tas de choses. Vous aurez peut-être des questions à la fin, et on pourra revenir dessus. Donc, la première étape, c'est de vous présenter nos data centers, comment le réseau est construit, et derrière, vous aurez un petit overview de ce que ça représente pour nous. Et dans un deuxième temps, il y aura mes collègues qui sont ici, qui vous présenteront une partie de notre infrastructure sur des choses qu'on a développées nous-mêmes en termes d'infrastructure as a code. Donc ça sera la deuxième étape. Bon, là, vous avez le sommaire qui vous indique un petit peu ce que je viens de vous exposer. Donc, le cloud de confiance, son architecture d'ensemble. Ce que nous, on appelle TPCU, c'est peut-être pas familier pour vous, mais ça, c'est la partie du cloud qui correspond à ce que Google a déployé et qui ressemble à ce que vous connaissez peut-être déjà du GCP public. Et un troisième morceau qui est le SI d'administration, qui est une autre brique du cloud de confiance. Je laisserai mes collègues exposer la deuxième partie derrière. Donc, Network Trusted Cloud, le réseau d'un hyperscaler de confiance. Je vais vous faire un overview de l'architecture d'ensemble des 3 data centers. Ensuite, sur TPCU, je vous expliquerai comment fonctionne le WAN et dans un deuxième temps, comment fonctionne notre fabrique ainsi que le réseau virtuel qui est au-dessus de cette fabrique. Et après, le SI d'administration. J'aurais peut-être dû commencer par là, donc me présenter aussi. Donc, je suis en charge des opérations chez Sens aujourd'hui et j'ai été en charge de l'équipe Network qui a buildé tout ce réseau-là pendant les 3 dernières années. Un grand schéma pour démarrer, sur lequel vous voyez plusieurs choses. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne le cloud de confiance. C'est basé sur une région de 3 data centers, donc 3 AZ, qui sont interconnectés ensemble. Ces 3 AZ, elles sont interconnectées ensemble au travers d'un réseau privé avec des fibres noires qui sont éclairées par des DWDM et qui permettent de faire une grande boucle autour de la région parisienne pour pouvoir interconnecter nos 3 data centers. Donc ça, on est les propriétaires de ce réseau-là. On est vraiment autonome sur cette partie. Et ensuite, comme vous voyez dans les différents data centers qui sont représentés par les 3 gros rectangles qui sont là, donc on a fait un zoom sur l'un d'entre eux, on a différentes zones, celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Une première qui est celle qui est connue des clients, qui est la zone de production, qui est la zone dans laquelle vous allez consommer vos workloads. Une deuxième qui est une zone de quarantaine sur laquelle on reçoit les mises à jour avant validation, pour faire les validations et avant de déployer l'ensemble des workloads en production. Donc, ceux qui ont assisté à la session sur l'inspectabilité ce matin ont sûrement compris le fonctionnement de cette zone de quarantaine et les mécanismes de déploiement entre la quarantaine et la production. Et il y a une troisième zone, qui est celle qui a été buildée par les équipes de Thales, donc de Sens, qui est le SI d'administration.
Ce SI d'administration, il nous sert à quoi? Il sert en partie à gérer l'inspectabilité, qui permet de contrôler les mises à jour de sens qui arrivent en quarantaine dans un premier temps et en production dans un second temps, mais elle sert aussi à gérer l'administration de cette zone de production que les clients consomment. Donc tous nos outils d'administration qui permettent d'être en rupture vis-à-vis du monde extérieur sont hostés dans ce SI d'administration. Et tout a été vraiment buildé par Sens sur cette partie-là. Et donc il y aura un focus qui sera fait sur un des éléments qu'on a buildé dans la deuxième partie de la session. TPCU. Donc TPCU, c'est constitué de différents réseaux. Donc ce sont les réseaux que Google utilise eux-mêmes sur leur propre infrastructure de Google Monde. Donc eux, ils sont à une autre échelle, hein. Ils ont des réseaux qui permettent d'interconnecter tous leurs DC multi-régions. Mais nous, on a exactement les mêmes produits qui tournent chez nous à l'échelle d'une région en France. Deux réseaux importants qui permettent d'interconnecter nos data centers, qui sont les mêmes réseaux qui interconnectent les data centers multi-régions. Il y en a deux. Le premier qui est le réseau B2, qui est un réseau constitué d'équipements vendors que vous connaissez tous, des différents constructeurs du marché, type Cisco, Arista, Juniper ou autres. Ce réseau-là, ce réseau B2, c'est celui qui permet d'interagir avec le monde extérieur à cette infrastructure cloud. C'est-à-dire que tous les services que vous connaissez comme Cloud VPN ou Cloud Interconnect ou autres, leur porte d'entrée-sortie, d'un point de vue réseau, c'est ce réseau-là, c'est le réseau B2. Donc il y a une porte sur le Cloud VPN qui est sur le monde Internet. Donc là, c'est pour les services Cloud VPN ou encore des VM que vous pourriez exposer avec des IP publics sur l'univers Internet. Et ensuite, vous avez la partie Cloud Interconnect qui, elle, la connexion se fait sur d'autres équipements, sur des réseaux privés, soit en direct si vous êtes présent dans nos data centers ou avec vos propres fibres, soit avec un partenaire, avec différents partenaires telco avec qui on est en train de travailler en ce moment pour pouvoir délivrer ce service-là. Ensuite, il y a le réseau B4. Le réseau B4, c'est probablement celui qui consomme le plus de bandes passantes dans l'univers de Google. C'est le réseau privé de Google qui permet d'interconnecter tous les DC entre eux. Alors là, pour le coup, on a des switches et des équipements qui ont été conçus par Google jusqu'au hardware. Et ils ont construit leur propre cluster SDN qui permet de piloter l'ensemble de ces équipements. La fabrique Jupiter. Alors, cette fabrique, c'est l'équivalent d'une fabrique de clos basée sur un modèle Spine and Leaf que sûrement vous avez dans vos propres infras chez vous. Elle a son propre contrôleur SDN. Elle est comme le réseau B4, construit de switches qui ont été manufacturés par Google, avec leur propre cluster SDN également, qui est indépendant du reste du cluster qui est à disposition des workloads clients. Et ces fabriques de clos, dans l'univers de Google, elles peuvent exister jusqu'à 5 étages de switch, pour ceux qui sont familiarisés avec les fabriques Spine and Leaf. Chez nous, sur la région France, on en a 3, ce qui est déjà très très bien. Petite anecdote et petit complément d'information sur cette fabrique-là. Sur les 2 premiers niveaux de switch entre les spines, ce que nous on appelle des superblocs, on a deux niveaux de superblocs qui sont l'équivalent de spine avant d'arriver sur les tors. Les connexions fibres qui se font entre ces switches se font avec quelque chose qu'on appelle Apollo, qui est ni plus ni moins que l'équivalent d'un patch panel sur lequel vous avez peut-être l'habitude de brasser vos fibres pour interconnecter vos serveurs ou vos switches entre eux. Chez Google, on fait ça avec des miroirs optiques. Ces miroirs optiques sont eux-mêmes contrôlés par le contrôleur SDN et permettent de rebrasser à la volée, en fonction de l'utilisation et de la consommation des liens sur cette fabrique, d'agréger des liens supplémentaires. Comment ça fonctionne? Alors j'ai fait un petit schéma. La fibre optique, la lumière, elle réverbère directement sur des miroirs.
Et avec l'inclinaison du miroir, ça brasse automatiquement la lumière sur le bon port de la fibre derrière. Et il est capable de rajouter les agrégats lui-même, et ainsi de suite. Donc ça, c'est Apollo, et c'est intégré au contrôleur SDN de la fabrique. Le dernier volet sur lequel je veux intervenir sur cette partie du réseau de Google, c'est que pour l'instant, je vous ai parlé que du réseau un peu d'infrastructure, c'est-à-dire la partie des couches basses, le hardware, etc. Néanmoins, tout ce que consomme le client en termes de network n'a aucune interaction directe avec ce que je vous ai présenté juste avant. Tout se fait dans un réseau virtuel qui s'appelle Andromeda. Andromeda, vous pouvez retrouver des livres blancs sur Internet si vous cherchez un peu et si vous y intéressez. Mais Andromeda, c'est la base du réseau sur GCP, donc chez Sens. Ce réseau-là, il tourne comment? Vous avez des serveurs qui sont connectés au switch de la fabrique que je vous ai évoqué précédemment. Tous ces serveurs font tourner quelque chose qu'on appelle des Borg cells. Et sur ces Borg cells, il y a plein de Borg jobs qui tournent. Et tous ces Borg jobs permettent de construire le réseau d'overlay qui est celui d'Andromeda. Donc, en gros, ce réseau Andromeda, il est constitué en 3 blocs. Un management plane, un control plane et un data plane. Tout ça, ce sont des Borg jobs qui tournent et qui permettent d'orchestrer toutes les fonctionnalités réseau de GCP et de Sens. Donc vous retrouvez du cloud VPN, y compris les cloud interconnect. Il y a des jobs qui tournent autour de ça sur Andromeda pour pouvoir permettre les passerelles sur les différents VPC que vous installez vous-même dans vos propres organisations et dans vos propres projets sur Sens. Et ensuite, il y a le data plane, qui est aussi très important. C'est presque lui qui est en charge de tout le calcul du réseau à la base. C'est-à-dire que, au-delà des contrôleurs SDN qui pilotent la fabrique, qui pilotent B4, les paquets, quand ils sortent d'un serveur, ils connaissent déjà le chemin qu'ils vont emprunter sur l'ensemble du réseau de Google. Ils vont savoir par quel port ils vont sortir sur la fabrique. Ils vont savoir en sortie de fabrique s'ils vont sortir sur le réseau B2 ou B4. Et tout ça, c'est fait par des labels qui sont instanciés directement dans les paquets en sortie de la DIC du serveur. Donc tout ça, c'est orchestré en amont par Andromeda, qui donne les bons ordres et qui tag les bons paquets directement au niveau du data plane. Donc voilà. Donc là, je vous ai donné le petit overview sur la partie Google. Maintenant, je vais focaliser sur le SI d'administration pour ensuite donner la parole à mes collègues. Donc le SI d'administration, c'est la partie qu'on a buildée côté Sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a également une fabrique Spine Leaf chez nous qui fonctionne en VXLAN, BGP, IVPN. On a tout en dual stack, en IPv4, IPv6. Et cette partie-là, elle n'est pas visible du client. C'est vraiment ce qui nous sert à nous pour administrer la région. Et elle est complètement autonome. Google n'intervient d'aucune façon dans cette partie du SI. Donc au-delà de ça, on fait de la segmentation à plusieurs niveaux, avec des DMZ, avec des firewalls, avec des netpulse dans des réseaux d'overlay aussi, type OVN. On a un WAN pour interconnecter l'ensemble de nos data centers qui utilise également les fibres noires et les réseaux de DWDM que je vous ai exposés tout à l'heure, qui lui est configuré en SRv6. On a des connectivités Internet multi-opérateurs pour assurer la résilience dans les différents data centers. Et on a aussi des plateformes de staging multi-sites qui nous permettent de faire toutes nos validations en amont, des protections des DOS. Et l'ensemble de cette infrastructure, et là c'est pour introduire mes collègues pour la suite, a été basé sur de l'infrastructure as a code. C'est-à-dire que tout notre réseau, que ce soit au moment du déploiement ou que ce soit pendant la phase de MCO, tout se fait en as a code. On déploie toute notre infra, que ce soit sur les firewalls, l'instanciation de nos règles de flux, que ce soit le déploiement de nos VLAN ou même
ce que nous on appelle NetSot, et là j'introduis les collègues, c'est-à-dire toute notre source de vérité qui contient le plan IP, nos VLAN, l'inventaire hardware, est géré également en Asacode sur quelque chose qu'on a développé nous-mêmes. Donc voilà, c'est bon pour moi. Je vais passer la main à Bruno et à Erwan qui vont vous raconter cette histoire de NetSot Asacode sur la gestion de notre source de vérité. Ouais, merci Tony déjà pour cette présentation. Nous, on va vous faire une petite présentation sur comment on a fait toute l'automatisation de notre SI d'administration du coup chez Sens. Faut savoir que nous, on a voulu partir dans le biais de l'automatisation de l'infrastructure as code, on va dire de façon très rigoureuse depuis le départ. Donc, si vous voulez partir du principe, tous nos équipements réseau sont gérés via du code. Tout est déployé avec des pipelines, rien n'est fait à la main. Et justement, si un opérateur fait une commande à la main, elle va être overridée par l'automatisation. Donc, rien n'est fait à la main. Donc, petit disclaimer, en fait, cette partie, on va parler des besoins, de l'historique et du design du projet, le projet aujourd'hui, et après on fait une petite démo statique. Donc moi je suis SRE Network à Sens, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai rejoint Sens. Et moi pareil, donc je suis dans l'équipe d'Erwan au réseau et ça fait 1 an que je suis chez Sens. Donc c'est bien une solution de Sens, évidemment. Donc je disais, petit disclaimer, on parle bien ici du SI d'administration. Donc ici, donc, tout ce qui est, on va dire, déployé pour générer les univers de production. Le SI d'administration et l'univers de production font la solution Prémiance. Nous, on vous parler que la partie SI d'administration. Alors, les besoins. On en a un peu marre, nous, d'entendre ma CLI et mon Excel font mieux. Avoir tout son plan IP, tous ses équipements dans un Excel, on pense que c'est un peu daté et on va vous présenter comment nous on fait à Sens pour répondre à des besoins totalement différents. Donc nous, nos besoins, en fait, on a fait un projet totalement nouveau. Donc c'est un projet interne qu'on vous présente. Donc là, on va dire, c'est le cahier des charges un peu simplifié qu'on vous présente. Donc on voulait de l'infrastructure as code, donc des fichiers structurés avec de la gestion d'état attendu et ensuite de la validation as code et policy as code. Bon, la validation as code et la policy as code, c'est qui permet de vérifier des fichiers. Donc globalement, on va faire simple, c'est comment vérifier des fichiers JSON. Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de créer un fichier JSON et on a mis une mauvaise typo. On a écrit, à la place de JSON, on a écrit JSON. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, on fait de la policy as code pour gérer ça. On veut faire du versionnement. Donc pour ça, on utilise Git pour faire une solution GitOps avec de la gestion des déploiements, de la revue entre pairs. On va dire quelque chose d'assez classique. On veut une seule source of truth. On est allé à fond, on va dire, dans le dilemme de la source of truth. Donc on n'a qu'un seul endroit. On va rentrer toutes nos informations, équipements et IP. On ne va pas avoir, par exemple, une partie qui va être gérée chez un contrôleur d'un constructeur particulier et une autre partie sur un autre constructeur. On écrit qu'à un seul endroit et ça va pousser sur chacun des équipements directement. Donc c'est un peu, on va dire, la racine de notre automatisation. Et ensuite, on veut une interface utilisateur. C'est un peu plus sympa d'avoir une Web UI et une REST API pour les différents services des autres équipes. Donc l'historique et le design. Donc c'est l'histoire d'un POC qui est devenu une clé de voûte de l'infra. Donc vous voyez le petit bridge de San Francisco. Tout le monde a compris, j'imagine, dans la salle, à quoi ça faisait référence. Donc on parle bien de network ici. Donc avant, donc pour vous faire l'historique, il y a eu 2 versions. Donc on avait une première version qui était avec quelque chose qui s'appelait Q. C'est de la validation as code et de la policy as code qui vérifiait des fichiers YAML. Donc c'est super bien, c'est très simple à mettre en place, mais le problème c'est que, on va dire, c'est pas très scalable. Donc nous, de notre côté, quand on voulait faire une évaluation d'un data center complet, ça nous prenait 40 minutes. Donc 40 minutes dans une CI/CD, bon, on a vu mieux comme performance de déploiement, on est parti sur une autre solution, et ensuite on utilisait aussi Ansible, et Ansible pour vérifier qu'une chose est passée dans un data center. Vous savez que c'est une solution, on va dire, stateless, donc il est obligé de vérifier
chaque ressource sur un équipement pour vérifier si la ressource est déployée. Donc le problème, c'est vraiment que côté performance, on va dire que c'était un peu désastreux. Et ensuite, on utilisait Netbox qui nous permettait d'afficher les données. Donc ça, c'est la version 2. On utilise Nix. Qui utilise Nix dans la salle? Bravo. C'est très compliqué. Du coup, Nix, en fait, ce qui va nous permettre, Nix, c'est de... Pour vous simplifier, en fait, Nix, c'est un logiciel, enfin, pas un logiciel, c'est des fichiers comme du JSON, mais avec des fonctions. Et normalement, tout ça est utilisé pour un système de build. En fait, à Sens, il y a un projet qui s'appelle Deploy, qui utilise Nix, justement. Et l'intérêt d'utiliser des fichiers Nix et un Nix module, ça va être de l'interconnexion. Donc, pour vous faire en très grosse maille, Nix, c'est nos fichiers. C'est aussi à la fois un langage. Et tout ça nous permet de faire de la validation ASCODE et la policy ASCODE. Ensuite, on a 4 parties ici. Là, c'est les parties, on va dire, schéma un peu détaillé. Mais pour vous résumer, ici, vous avez la partie utilisateur hors ligne. Ici, vous avez le déploiement pour les applications. Ici, vous avez le déploiement pour Netbox. Et ensuite, tout ce que vous avez en petits points, ça va être nos déploiements pour nos serveurs. Donc, tout simplement, pour résumer, en fait, vous avez vos fichiers Nix qui sont ingérés par Nix, donc JSON dans du Nix, et ensuite tout ça interprétable par toute notre infrastructure. J'ai perdu personne, c'est le slide le plus compliqué. Donc le projet aujourd'hui, donc l'usage, c'est le déploiement, c'est que, comme je vous ai dit, on teste tous nos builds, donc ça va être de l'applicatif, ça va être aussi pour toutes nos infra Kubernetes, toutes les IP, des équipements sont rentrés dans le projet. Vous allez voir ensuite à quoi ça ressemble une déclaration. Une fois que tout est validé, donc tous les tests unitaires sont passés, on a un déploiement qui est fait vers une registry. Donc globalement, c'est des packages qui sont mis dans un endroit. Vous pouvez le voir comme ça. Ensuite, on a une mise en production ou pas. Donc ça va être une mise en production côté serveur ou côté applicatif. Donc là, vous voyez, j'ai caviardé tout parce qu'on est un peu Septim Cloud, mais évidemment, il y a bien des noms derrière. Et donc, on a un schéma en arbre, et le but ici, c'est que là, ce que vous voyez ici, c'est la déclaration que vous voyez en X. Donc là, c'est un schéma en arbre, donc vous voyez bien, vous pouvez parcourir les équipements, et vous avez un usage hors ligne. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est un peu comment est fait, on va dire, l'architecture du projet. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez un arbre. Ensuite, vous pouvez aller plus ou moins dans le détail. Alors, merci Erwan. Donc, pour la personne qui connaît Nix dans la salle, donc toute notre infrastructure est évaluable via Nix. Et donc, très tôt dans le projet, on s'était dit que ça nous convenait. Donc, les différentes équipes chez Sens en interne viennent consommer ces ressources et parcourir notre infrastructure. Merci. Malheureusement, il existe aussi une population qui n'a pas cette appétence avec le langage de programmation. Donc on pense à nos architectes adorés, également aux personnes physiques qui travaillent dans les data centers pour des besoins de logistique, et également à nos amis auditeurs de l'ANSSI. Donc très tôt dans le projet, on s'est dit qu'il fallait qu'on dote de notre référentiel d'une interface graphique. Et donc, en regardant dans la littérature, notre choix s'est vite posé sur Netbox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Netbox, c'est un IPAM et un DSIM. Donc un IPAM, pour les non-initiés, c'est un gestionnaire de ressources réseau, par exemple les VLAN, les VRF, les adresses IP, tout y est déclaré. Et pour la partie DSIM, en fait, c'est on va dire un référentiel topologique. Donc on peut le voir au niveau, vous déclarez un site, vous déclarez un data center, une travée, des racks, une position de vos machines sur ces racks. Et donc, Netbox, outre le fait qu'il possède toutes ces fonctionnalités, donc c'est un logiciel open source, et nous, chez Sens, on adore utiliser l'open source. Et également, il expose une API. Et donc, nous, ça nous convient parfaitement, une API, parce que c'est ce qu'on va venir utiliser pour venir provisionner les infos dans Netbox. Ouais.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là, je vous ai fait un petit screenshot de l'interface graphique de Netbox une fois connecté. Donc, sur la partie de gauche, normalement, je peux pointer, je pense. Attends, j'essaye. Là-bas, vous avez un burger menu où vous pouvez naviguer dans les différentes sections de notre infra. Et tout en haut du slide, vous avez une barre de recherche. Donc, si vous recherchez par exemple une adresse IPv6 dans notre réseau, un nom de VLAN ou un nom d'équipement, un nom de routeur, c'est facile à chercher. Donc, pour une personne qui n'a aucune connaissance en programmation, cette interface, elle est vraiment très user-friendly. Tiens, désolé. Je suis le chat noir des présentations, je suis désolé. Alors, maintenant, la question existentielle, ça va être de comment on passe d'un modèle de données qu'on a développé en interne et qu'on a complètement customisé à des ressources sur Netbox. Donc ici, on vous présente un petit peu notre chaîne de déploiement automatisée. Donc sur la partie gauche du slide, c'est la brique fonctionnelle que vous a présentée Erwan. Donc, c'est notre référentiel d'infrastructure. Donc, toutes les équipes techniques elles vont venir faire des mises à jour de données dans ce référentiel-là. Donc, une fois que l'étape de validation de ces données elle est passée, ça va déclencher en parallèle des actions automatisées. Et donc, la première étape de cette chaîne-là, c'est que ça va traduire les données de notre modèle interne en ressources Terraform. Donc Terraform, vous voyez, elle est au centre du slide parce que c'est notre brique centrale pour venir provisionner Netbox. Donc une fois que Terraform va recevoir ces mises à jour, il va jouer un plan d'exécution. Et dans ce plan d'exécution, lui, il a un Terraform state qu'il sait exactement à l'instant T quelles sont les ressources qui sont déjà provisionnées dans Netbox. Il va comparer cet état avec les mises à jour reçues. Et automatiquement, de lui-même, il va savoir quelles sont les ressources qu'il va devoir créer, supprimer ou modifier en place. Et une fois qu'il a effectué ce calcul, il va venir pousser les modifications sur Netbox en utilisant justement l'API qui l'expose. Et une fois que ces modifications sont faites, bien évidemment, l'état est remis à jour pour avoir toujours le dernier état des ressources qui sont sur notre infrastructure. Un petit point, Erwan, juste avant que tu passes, sur la partie Vault. Donc, comme vous le savez tous, un des enjeux essentiels quand on fait du déploiement as code, c'est la gestion des secrets. On ne veut pas avoir des mots de passe en clair dans des fichiers déclaratifs. Donc, nous, tout ce qui est gestion d'identité, on s'interface avec un Vault qui, lui, derrière, s'interface avec on va dire, des secrets. Parce que chaque étape de notre chaîne, on va venir y piocher les tokens qui nous permettent de réaliser nos actions. Alors, pour des raisons de logistique et pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu vous faire une démo live, donc veuillez nous en excuser. Mais on vous a pris des screenshots un petit peu de l'exécution de notre chaîne. Donc, tu peux y aller. Donc là, c'est le slide qui fait mal. Donc à gauche, on a voulu introduire un nouvel équipement dans notre infrastructure. Donc ici, on a pris un routeur. Dans ce routeur, on va voir, il y a différentes sections. Donc c'est un langage qui s'apparente à du JSON, mais c'est du Nix. Et donc, on vient définir, par exemple, un nom, un constructeur, différentes interfaces. On peut même y rattacher des adresses IP. Une fois que cet équipement est déclaré, derrière, il y a donc une première pipeline qui va l'insérer dans notre modèle. Donc ici, on peut voir que via des évaluations Nix, on peut venir directement interroger cet équipement-là. Donc via le sort.device, le nom de l'équipement. Donc, la plupart de nos workflows en interne et les différentes équipes SRE utilisent notre référentiel en utilisant cette méthode-là. Juste pour prendre pour rebondir un peu sur Bruno, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a des champs nuls qui sont, on va dire, directement interprétés par Nix. En fait, vous les voyez, ils ne sont pas déclarés ici. Donc, en fait, il y a bien une surcharge de toutes les données qui sont présentes. Et ici, vous voyez, il y a un champ, je cherche IP qui est quelque part. Ah non, pardon, on ne le voit pas ici. Mais en fait, dans les interfaces, on a toutes les IP qui sont interprétées directement
par NetSot. Du coup, en fait, on a réimplémenté la logique IP dans Nix, globalement. Tout à fait. Et l'autre chose qui est importante de voir, c'est que c'est un modèle qui est complètement customisé. Donc le jour où on a besoin d'un nouveau champ, ben, on peut complètement le développer en interne. Et donc, derrière, une fois que les validations sont faites et que les données sont conformes à la structure attendue, ça va déclencher nos fameux pipelines Terraform. Donc ici, je vous ai pris un exemple du résultat du plan d'exécution. Donc, il a compris qu'en fait, il devait créer une nouvelle ressource, une nouvelle device, et tous les objets qui sont rattachés à cette device-là. Donc, une fois que le plan d'exécution Terraform est appliqué, tu peux passer, Erwan, et donc on retrouve cette device provisionnée automatiquement sur Netbox. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas eu un clic manuel par un agent ou par une personne de la boîte qui est venue cliquer sur Netbox. Tout s'est fait de façon automatique. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on arrive à provisionner sur Netbox notre infra en partant d'une base de données vide, et ça nous prend quelques minutes. S'il fallait le faire à la mano, ça prendrait des centaines de milliers de clics et beaucoup plus longtemps, et il y aura sûrement des erreurs. Ensuite, on peut voir que cette device, non seulement elle a été créée, mais tous les objets qui ont été préalablement déclarés dans nos manifestes, on les retrouve rattachés à cette device, donc les interfaces avec les adresses IP correspondantes. Donc là, on est sûr que, en prenant notre référentiel de notre source de vérité, ce qui est provisionné dans Netbox est 100% conforme à ce qui a été déclaré. Alors. Donc, du coup, pour faire la conclusion, c'est un petit projet qui est devenu colonne vertébrale du réseau, et tout ça, c'est grâce à Nix. Une petite blague avec les boules de neige. Donc, globalement, ça, c'est un projet interne qui nous permet de faire toute l'automatisation, et maintenant, c'est vraiment le socle de tout chez Sens. Donc, dès que quelqu'un va chercher une IP, il va sur le projet. Dès que quelqu'un va chercher une information sur un VLAN, il va sur le projet. Il ne peut pas rentrer, on va dire, d'informations lui-même dans son projet, dans son repo Git. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, pour finir, vous avez des petites présentations annexes, comment fonctionnent les systèmes de déploiement pour les applications qu'on a parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez une présentation de comment fonctionne Nix. C'est par des collègues à Sens. Donc, comment fonctionne Nix? Donc, c'est un MetaBuild system, donc vous pouvez faire plein de choses. Et le Data Center as Code, donc là, ça va plutôt être la présentation côté déploiement. Voilà. Donc, ça redirige vers des liens YouTube, vers le Devox, tout simplement. Et Cloud Nord pour ici. Donc, merci pour votre attention.